Bon, ben bonjour. Alors, ils ont organisé un truc, là. On m'avait tous posé des paquets de questions. Et je vais répondre à certaines d'entre elles, mais je crois que je commence par une qui me dit, c'est Rafred, comment allez-vous répondre à toutes ces questions avant le 10 avril? Je crains hélas de ne pas y arriver. Je vais en prendre quelques-unes. Je prends la pile telle que me l'a donnée Antoine, qui en ce moment est en train de filmer. Alors on commence par du léger. Sama. Question pas trop politique, mais comment c'était le concert des Pink Floyd alors je raconte parce que j'ai dit que quand M. Macron a fait son meeting à l'Arena, j'ai dit oui, la dernière fois que je suis allé à l'Arena, et la seule, soit dit par parenthèse, c'était pour un concert des Pink Floyd. Et c'était, j'ai dit, il y avait plus de monde et c'était moins planant. Bon, c'est une blague, quoi. Alors, bon, le concert, comment il était? Comment dire, d'abord, c'est pas tout le groupe Pink Floyd, c'est ceux qui sont là encore. C'était une ambiance extraordinaire parce qu'il y avait un fond qui projetait des tas de choses, c'était incroyable. Et puis, il y avait un côté politique imprévu, hein, moi je savais pas que ça aurait lieu, hein, qui était qu'ils avaient mis un gros cochon qui se baladait dans la salle et qui représentait M. Trump. Donc vous voyez l'ambiance, quoi. Mais pour ce qui est de la musique, honnêtement, moi, mon truc à l'époque, c'était plutôt les Doors, pas Pink Floyd. Mais j'ai un copain qui a été exactement la porte en face de la mienne à la cité universitaire, qui s'appelle Dominique Guillemin, qui est toujours mon copain et qui milite avec moi. Et Dominique, lui, était en fou de Pink Floyd. J'ai dû entendre Pink Floyd pendant je ne sais pas combien de fois, pendant qu'on était à la cité universitaire, parce qu'il le mettait plein pot. Alors évidemment, tout le monde morflait quoi, sur le palier. Voilà pourquoi je suis allé voir Pink Floyd, ça m'a fait rigoler d'y aller. Alors comment c'était? C'était sympa. Puis pour moi, c'était la première fois, je crois bien que j'allais dans un concert. Ouais, je crois que c'est la première, peut-être la seule fois où je suis allé dans un concert de ce type. C'était bien. Bon, alors, ça, il y a deux piles. Une légère, l'autre plus... Ah bah tiens, alors, la pile... J'ai fait la campagne 2017, mais là, en 2022, j'ai l'impression que sur le terrain, il y a énormément plus d'actions et de militants. Vous confirmez, c'est Joe Fee. Et puis, il y a la même chose de deux ou trois autres qui me demandent si je pense qu'on peut y arriver ce coup-là. Évidemment, je vais vous dire qu'on peut y arriver, tout le monde le sait. Joe, il n'a pas tort, il y a beaucoup, beaucoup plus de monde cette fois-ci qui est déployé qu'en 2017. Pourquoi? Parce que le mouvement, les Insoumis, il s'est plus installé sur le terrain, le style insoumis, c'est-à-dire je ne fais rien pendant je ne sais pas combien de temps, puis tout d'un coup ça me prend, j'y vais avec deux copains et je m'y mets, donc là tout le monde s'y met partout. Alors oui, il y a une campagne citoyenne très intense, puis il y a un certain confort de militantisme, parce qu'on vient avec un programme, on sait quoi dire, on l'a regardé avant. Si jamais on ne sait pas, dans les porte-à-porte ou les contacts, on cherche avec les gens qu'est-ce qui est écrit dans le programme. Donc oui, il y a une... Puis alors maintenant que tout le monde se dit qu'on peut y arriver, alors ça y va, c'était chaud, quoi. Et en effet, on peut y arriver, c'est pour ça que je réponds, pensez-vous vraiment qu'on puisse le faire cette fois-ci? Oui, parce que à la fois... on a reconstitué une partie, j'espère, majoritaire de notre base de 2017, des gens qui avaient voté une première fois l'avenir en commun. Bon, on va voter pour l'avenir en commun une deuxième fois. Et puis il y a plein de gens qui autour, s'interrogent. Et maintenant, là, le jour auquel je parle, qui est le jour jeudi, honnêtement, il y a un fort mouvement des différents secteurs vers moi, vers le vote pour l'avenir en commun. Voilà comment je réponds à ça. Ensuite, à propos de Parcoursup, une volonté de suppression ou non? Dis donc, toi, comment il s'appelle celui-là? DPS, maths 96, tu débarques ou quoi? J'ai déjà dit 10 fois que j'allais le supprimer. Faut comprendre. Je ne peux pas être d'accord avec un système comme Parcoursup. D'abord, parce que j'ai été prof et j'aime pas apprendre aux gens à mentir. Si je fais 10 lettres de motivation pour expliquer qu'il n'y a rien au-dessus de la géographie, ou rien au-dessus de l'anglais, ou rien au-dessus des maths, parce qu'il y a eu des lettres de motivation dans ces domaines, c'est que tu mens, c'est clairement, tu racontes des histoires. Puis je sais comment ça se passe, toute la famille s'en mêle maintenant. Alors papa, maman, des fois les grands-parents aussi, viennent donner le coup de main. Tout le monde est stressé. Celui qui remplit son paplard, et puis tous les autres autour, parce que c'est leur fils, leur fille, leur petit-fils, leur petite-fille. Donc Parcoursup,
c'est l'école du vice. Donc ça sera supprimé. Et on me dit, vous le remplacez par quoi? Réponse, par rien. Parce que t'as ton bac, tu rentres à l'université. Alors s'il n'y a pas de place à l'université, on crée des places, voilà. Je vous jure qu'on va y arriver, parce qu'avec leur Parcoursup, ils ont laissé du monde sur le carreau. Hein. Au début, ils essaient pour laisser personne sur le bord de la route. Mon œil, il y en a des paquets tous les ans. Chaque fois, c'est des histoires qui durent jusqu'au mois d'octobre. Donc voilà ma réponse, Parcoursup sera supprimé. Que répondre à quelqu'un qui dit que si le SMIC augmente, alors tous les produits de première nécessité augmenteront ensuite? Ben non, parce que faut savoir que les SMICards, c'est 2 ou 3 millions de personnes, pardon, je me rappelle pas, c'est 2 ou 3 millions de personnes dans le pays. Et c'est tous les emplois indélocalisables. Hein. Emploi de service, restauration, technicien de surface, comme on dit, nettoyage, sécurité, etc. C'est là que se trouvent les SMIC. Donc ça fera augmenter les prestations, le prix des prestations pour certaines entreprises. Ils paieront, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Faut arrêter de croire que tout le monde est à l'agonie, parce que c'est pas vrai. Hein. Alors, j'ai quand même prévu des mesures pour protéger les petites entreprises, de manière à ce qu'eux ne soient pas pris à la gorge parce qu'ils n'arrivent pas à suivre. Hein. Mesures comme, par exemple, celle de faire une caisse de péréquation et d'entraide entre les très grosses entreprises, qui des fois, je dis très grosses par leur chiffre d'affaires, et ont peu de monde embauché. Mais il faut qu'ils cotisent plus que les autres, parce que c'est pas normal, la situation actuelle, et le fait de ne pas avoir de main-d'œuvre ne doit pas devenir un prétexte à payer moins, parce que sinon c'est une histoire de fou. C'est ceux qui embauchent le plus de monde qui seraient le plus mis en difficulté, ceux qu'on embauche le moins qui seraient le moins en difficulté, ce serait absurde. Voilà, alors déjà j'en profite pour vous dire, le blabla sur le risque de délocalisation si on augmente les salaires, ça n'existe pas, parce que les emplois dont on parle, c'est des emplois qui sont indélocalisables. Vous n'allez pas aller acheter votre sandwich à Hong Kong ou à Shanghai. Il faut arrêter de dire des bêtises. Vous n'avez pas que faire construire votre résidence, votre maison, je ne sais pas où, moi, à Shanghai, pareil. Non, on est obligé de le faire sur place. Donc c'est indélocalisable. Et après, les prix augmenteront, on augmentera les salaires aussi. Parce que quand le SMIC augmente, ça fait augmenter tous les autres salaires. C'est un peu... c'est la vie, quoi. C'est bien, comme ça. Allez, tu vois que la pile là, il y en a plus que l'autre. Alors là, nous voyons beaucoup de gens rejoindre le gouvernement de l'Union populaire et nous nous en réjouissons. Comment seront choisis les membres de l'Assemblée constituante? Ça, c'est Hervé Roland. Après, on a Wyss, 10 avril, Mélenchon ou rien. Sympa comme nom. Comment sera composée l'Assemblée constituante? Guiriec, Anne. Quelles sont les modalités d'élection de la constituante? Younes Yamou, pourquoi élire les membres de la constituante au lieu de les tirer au sort? Et enfin, Igor K, combien de temps pour mettre en place la 6ème République? Ferez-vous vos 5 ans de mandat jusqu'au bout? Bon, alors je vais commencer par celle-là. Déjà, commençons par dire que quand on arrive le plus rapidement possible, donc ça encore, c'est pas... le calendrier précis, c'est pas établi, mais on a une idée à peu près de ce qu'on pourrait faire pour que la convocation puisse partir. Il faut qu'on s'accorde déjà définitivement si... Est-ce qu'on convoque directement? Normalement, si je suis élu, c'est que ça convient aux gens. Donc, c'est pas la peine de faire un référendum pour demander si oui ou non ils veulent qu'on réunisse une constituante. J'ai dit ça aux copains qui ont fait le livret, parce qu'ils me disent, oui, mais tu comptes pas faire un référendum. Je ne vois pas pourquoi, puisqu'on aura déjà voté. Alors, c'est du détail. Et puis, il faut convoquer le plus tôt possible. Et puis, elle travaille. Alors, on n'est pas obligé, d'ailleurs, que le siège de la constituante soit à Paris. On peut, mais on n'est pas obligé. Ça aussi, c'est à définir, parce que pendant la période où il y a la constituante, il y a quand même une constitution qui s'applique, c'est celle de la Ve République. Et moi, j'ai l'intention d'exercer les fonctions de président dans un registre particulier. C'est-à-dire pas dans le registre du président qui s'occupe de tout, qui est partout, qui arrive à la télé pour vous vendre des bagnoles, comme Macron l'a fait à un moment donné. Vous aurez une prime de ceci, s'il y a cela, bref. Il y a un gouvernement pour faire ça, article 20, il dirige et conduit la politique de la nation. C'est lui qui s'occupe de ça. Moi, comme président, je m'occupe de faire en sorte que le programme soit respecté et tenu. Et puis, je m'occupe des 2 domaines qui sont directement attribués au président de la République. C'est-à-dire, il signe et négocie les traités, donc c'est les affaires internationales, et les chefs des armées, donc c'est le ministère de la Défense. Donc, moi, je ferai ça. D'accord? Un président qui préside, et pas un président qui s'occupe de tout, un super Premier ministre, comme on en a vu défiler quelques-uns ces temps derniers.
Alors après, le mode de... Alors d'abord, le plus tôt possible. Si cette convocation pouvait avoir lieu dès le mois de juillet, ce serait parfait, quoi. Je dis pourquoi je dis le mois de juillet, parce que je pense qu'il faut le temps qu'on s'installe, qu'on prépare les choses, qu'on installe le nouveau gouvernement et tout ça. Alors, après, les gens dans le livret, c'est prévu soit qu'ils soient tirés au sort, soit qu'ils soient élus. Moi, je pense qu'il faut des deux. Parce qu'il y a des gens tirés... Le principe du tirage au sort, c'est que vous finissez par retrouver, en moyenne, les pensées populaires. Mais il faut faire attention, parce que il y a des sujets sur lesquels on n'est pas appelé souvent à réfléchir. Donc, c'est pas comme si vous disiez, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait un SMIC ou pas? Bon, tout le monde a déjà eu l'occasion de réfléchir à ce qu'est un SMIC et pourquoi il faut qu'il y en ait un. Et éventuellement, il y a quelques fous qui pensent qu'il n'en faut pas. Bon, en tout cas, si on tire au sort, statistiquement, on a une chance de tomber sur des gens qui représentent les opinions sur un sujet. Par contre, des sujets où on s'est moins expliqué, où il y a eu moins de discussions, c'est plus compliqué. Mais ça n'empêche pas. Alors, ça veut dire que la masse des gens est disponible, mais il n'a pas d'idée particulière s'ils veulent un régime très parlementaire ou un régime très présidentiel. Donc, il faut tirer au sort parce que la masse serait représentée des gens qui hésitent. Mais il y a des gens qui ont des vues très précises, et ça ne serait pas normal de dire, écoutez, vous disparaissez, on ne tient pas compte de ce que vous savez, ni des arguments que vous avez. Il y a les gens qui sont pour un régime présidentiel, évidemment à modier. Je veux dire par là que ceux qui sont pour un régime présidentiel ne sont pas tous pour un monarque présidentiel. Hein. Vous pouvez avoir des gens qui sont pour un régime présidentiel, le président est il fait la fonction actuelle de Premier ministre et de président. Hein. Puis vous pouvez avoir aussi, et puis ils disent c'est tout et c'est comme ça, puis vous avez d'autres gens qui sont pour un régime présidentiel, mais ils sont pour en même temps le référendum d'initiative citoyenne et le référendum révocatoire, qui sont quand même des mesures anti-monarchiques de première grandeur. Donc il faut que les gens qui ont un point de vue à développer puissent aussi être candidats. Bon, puissent dire, écoutez, votez pour moi parce que je suis pour un régime parlementaire, votez pour moi, je suis pour un régime présidentiel. Donc le mix des deux, moi je trouve que c'est une bonne idée pour qu'on soit bien certain que les opinions soient représentées. Parce qu'on ne fait pas tout ça pour... c'est pas de la com, tout ça, c'est pas du... bon, quelqu'un m'a dit, et vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites le mandat jusqu'au bout? C'est ça? Ben oui, c'était même le premier. Parce que là, c'était Younes Yamou, Guiriec Anne, Ruiz 10 avril, Mélenchon, rien, Hervé Roland, oui, je l'ai lu tout à l'heure, et Igor Ra. Est-ce que vous faites les 50 mandats jusqu'au bout? Ben, ça dépend à quel moment la Constitution est prête et adoptée. Hein, parce qu'il faut qu'elle soit prête, puis qu'on la passe en référendum. Donc, à mon avis, tout ça va nous amener quasiment à la fin du mandat. Hein. Bon. Mais moi, j'ai dit dès le début que je ne tricherais pas. S'il y a une nouvelle Constitution qui est choisie par le peuple français, ben, elle entre en application immédiatement. Je vois que ça de respectueux à faire. Clément Bascoul, bonjour, je considère la révocation des élus et le référendum d'initiative citoyenne comme les mesures phares de votre programme. Moi aussi. Non, mais tout le monde n'est pas de cet avis. Hein. Moi, je pense que tout commence par la démocratie politique. Jean Jaurès disait, la souveraineté politique du peuple est peut-être la seule question politique qui se pose. Hein. Bon, c'est un peu grandiloquent, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Le gouvernement de la cité par les citoyens. Donc c'est quand même la règle de base, la plus importante, celle qui commande toutes les autres. Hein. Parce que si c'est les citoyens qui commandent, ben c'est pas les lobbies. Et les citoyens vont leur demander vous voulez arrêter le glyphosate ou pas? Si vous demandez ça à quelqu'un d'autre, eh ben, le lobby sera passé avant. Hein, le lobby des marchands de glyphosate. Tandis que si c'est comme je suis en train de vous le dire, ben, les gens ils diront nous non, le glyphosate on n'en veut pas. Ils sont libres parce qu'ils sont citoyens et représentatifs. Alors, moi aussi je considère donc que le référendum d'initiative citoyenne et référendum révocatoire, c'est les deux inventions majeures d'une démocratie au XXIe siècle. Les citoyens qui peuvent accéder à la fabrication de la loi et les citoyens qui peuvent virer les élus. Je pense que ça sera les deux grandes mesures du quinquennat. D'ailleurs, on peut même décider séparément de cette affaire-là. On peut dire, en toute hypothèse, quelle que soit la forme de la Constitution, ces deux choses-là auront lieu. Nous, on a un programme, il est travaillé, tout ça, ok. Il ne faut pas non plus devenir fétichiste. Hein. C'est pas un dogme. C'est-à-dire qu'on a un programme, on travaille dans le cadre. Puis après, il y a des choses qui sont
qui peuvent être plus comme ci, moins comme ça, enfin bon, comme par exemple, je viens de vous le dire à l'instant, il y a peut-être des intégristes du programme qui vont dire « Ah, c'est pas marqué dans le programme », bon, qu'on va voter séparément sur le RIC et le référendum révocatoire. Ben, peut-être bien, le jour où, si jamais il y a un référendum là-dessus, t'as qu'à voter contre, et puis voilà. Alors, bonjour Monsieur Mélenchon, dit Elisabeth Ferrazzi, comment débloquer la situation en Corse, autonomie, merci de votre réponse. Bon, déjà, il y a besoin de gestes d'apaisement, d'accord ? Mais déjà, dire qu'on va faire des gestes d'apaisement, c'est reconnaître qu'il y a une situation qui, en effet, est tendue, et puis ça ne peut pas durer comme ça, quoi. Alors, on me met autonomie. Oui, bien sûr, la question institutionnelle a une grande importance, mais déjà, il y a des choses à ne pas faire. Pas traiter par le mépris les Corses, parce qu'on a un problème avec eux, comme l'a eu Macron. Bon, il est traité par le mépris, il les a maltraités, il n'a pas été poli avec eux, il n'a pas été courtois, il n'y a pas eu de discussion sérieuse. C'est pas bon, quand on est une seule nation. Il peut y avoir plusieurs peuples dans une nation. Je connais des pays qui sont même plurinationales, c'est dire. Donc il ne faut pas se laisser bloquer par des mots. Mais par contre, il y a une nécessité tout le temps d'être à l'écoute, d'être disponible, de se parler. Quand ça va mal, c'est encore plus le moment de se parler. Pas faire des coups de tordus, comme l'a fait le gouvernement. Il ne parle pas aux élus autonomistes pendant 5 ans, il les maltraite. Ça fait 8 ans que les autonomistes gagnent toutes les élections, d'accord ? Et puis, après la mort d'Ivan Colonna, il y a une réaction dans la population corse, et notamment dans la jeunesse, qui est extrêmement passionnelle, qui débouche sur des moments très tendus, et à ce moment-là, le gouvernement rapplique et dit « Ok, au lieu de l'autonomie, on peut en parler ». Bon, ce qui est une manière de dire « Cassez tout, et moi je viendrai vous donner raison ». Bon, c'est-à-dire mettre en réalité la Corse à feu et à sang, le pousser à ça. Hein, et moi je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, d'abord, il y a des gestes d'apaisement. Voilà, alors c'est comme ça. Il faut les faire. C'est des gestes de respect. Donc, M. Ivan Colonna a été condamné à 3 reprises pour l'assassinat du préfet Erignac. Il a toujours nié, mais il a été condamné. Donc, on ne se prononce pas sur sa culpabilité ou pas. Cette affaire est réglée. Mais quand vous êtes condamné à la prison, vous n'êtes pas condamné à mort. Ça n'existe plus en France. Et vous gardez tous vos droits d'être humain. Et j'y insiste parce que l'idée de l'abolition de la peine de mort, c'est une idée aussi républicaine qui est que la prison est le lieu de la rédemption, en quelque sorte, hein, où on se reconstitue, on devient une autre personne. La prison a une vocation réparatoire, dans l'idéal républicain, même si, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui peut être réparé dans un endroit pareil, compte tenu du surpeuplement et du reste. Mais là, M. Colonna a été tué et son meurtre a duré plus de 8 minutes. Par conséquent, il est évident qu'il y a une faute. Hein, on n'est pas dans une prison. Un gars aussi connu et repéré que M. Colonna, se faire assassiner et personne ne bouge pendant 8 minutes. Bon. Je ne dis pas ça pour accabler quelqu'un, mais je dis que c'est un fait. Donc quand la famille dit nous mettons en cause l'État, si l'État c'est moi, hein, parce que c'est moi le président de la République, ben je commencerai par dire je reconnais la faute. Parce que pour un président de République, il ne peut pas accepter qu'on meure en prison dans des conditions pareilles, c'est pas possible. Donc oui, je le fais. Et ça ne veut pas dire que je montre du doigt tel ou tel personnel, le directeur ou que sais-je encore, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est on ne meurt pas en prison assassiné par un autre détenu. Voilà, point. La sécurité des prisonniers doit être garantie. Je pense que ça serait un geste qui serait compris. Et à ce moment-là, sans doute que les Corses diraient, bon, cet homme, il nous respecte, et donc on va pouvoir parler. Je ne veux pas dire qu'on est d'accord, hein, attention. Mais on peut parler. Et on se parle en frères, pas en ennemis. Hein. Voilà. Et il va bien falloir qu'on aille au bout de cette discussion. Tous les territoires insulaires français, du fait de leur insularité, sont placés dans des conditions particulières. Il n'y a pas besoin d'être un aigle en politique pour comprendre ça. Quand je dis insulaire, des fois, c'est très éloigné. On prend l'exemple de la Guyane, qui n'est pas insulaire, contrairement à ce qu'a dit M. Macron. Mais la Guyane, c'est un pays qui est grand comme le Portugal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc. Et il y a là 300, 400 000 personnes qui sont là. La Guyane, c'est comme si c'était une île, parce que c'est loin par rapport à l'Hexagone. Mais elle peut dire aussi c'est l'Hexagone qui est loin par rapport à nous et à l'Amérique latine dans laquelle vit la Guyane. Donc il y a des statuts différents
Et je dis donc arrêtez de vous faire peur quand on adapte un statut pour des situations qui ont objectivement une réalité. Par exemple, la communauté d'Alsace, ça n'a pas de réalité. À part, je ne sais pas quoi faire avec le mot Alsace, hein, mais c'est pas sérieux d'avoir fait ça. Parce que c'est une région frontalière, enfin bon, c'est bon quoi, passer avec les bêtises, parce que, alors, et que font ceux qui sont frontaliers d'une région frontalière qui devient une région frontalière spéciale, hein? Bon, on arrête avec ces bêtises. Mais les îles, bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est une réalité, hein? Et l'éloignement, c'est une réalité. Alors, donc pour la Corse, eh ben oui, il faut imaginer un statut plus avancé d'autonomie, en même temps en faisant attention, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on discute. C'est qu'il ne peut pas y avoir des lois sociales différentes, ou des lois sur les libertés publiques différentes. Bon, ben, tout ça, c'est une affaire de discussion. C'est des arguments qu'il faut s'échanger. Et puis après, il faut qu'il y ait un choix possible soumis au vote du peuple français. Les Français sont lucides. Bon. Alors, quel pourrait être le statut? On a été voir les élus corses, nous autres, les insoumis. On a été voir les députés corses, qui sont avec des gens avec qui on parle bien, on est souvent d'accord, bon, sur des tas de choses qui n'ont rien à voir avec spécifiquement la question corse. Hein. Mais toutes les questions qu'eux ont soulevées, elles sont intéressantes. Parce que quand ils vous parlent du prix des maisons et la manière de saccager le littoral, franchement, il n'y a pas que la Corse qui est concernée. Donc là, ils nous apprennent des choses, hein, sur la manière de soulever le problème et de le régler. Le prix de l'immobilier qui devient absolument inaccessible pour les gens qui vivent sur l'île, qui ont l'intention d'y rester, bon, bah, quand ils nous parlent comme ça, on sait très bien de quoi on parle, parce qu'on a la même chose à Paris. Hein. L'immobilier a explosé, donc tout ce qui est milieu populaire, tout le monde fiche le camp. Et donc tous les investissements qui ont été faits dans la capitale ne profitent qu'à une catégorie extrêmement aisée de la population. Alors, bon, je dis pourquoi il ne faut pas se faire peur, parce que si vous regardez les statuts, il y en a je ne sais pas combien. La Guyane, il y a une collectivité. La Martinique, il y a une collectivité. La Guadeloupe, il y a la région et le département. La Réunion, il y a la région et le département. La Calédonie, le congrès du territoire. Wallis et Futuna, encore un autre statut. Et puis, on a l'article 74 de la Constitution qui organise le statut de la Polynésie française, et qui n'est pas moins française parce qu'elle applique cet article 74, avec un gouvernement territorial qui a des pouvoirs extrêmement étendus. Hein. Bon, donc, moi j'ai dit aux Corses, aux élus corses, si c'est l'article 74 que vous voulez, bon, parlons-en, mais vous êtes des élus corses autonomistes, pas indépendantistes, vous me l'avez dit sur tous les tons. Donc la France est notre patrie commune, alors les gars, les filles, comment on fait, comment on va organiser tout ça? Je dis pas que, c'est pas un reproche, je suis en train de faire, c'est pour dire, mais il y a une discussion, il faut travailler. Donc on travaillera. D'autant que je sais que les élus corses, les élus martiniquais, les élus guyanais, et peut-être ceux de la Guadeloupe, sont en contact les uns avec les autres à propos de ces histoires de statut. D'accord? Bon, voilà comment je vous réponds à propos de la situation en Corse. Bonjour Monsieur Mélenchon, que proposez-vous pour améliorer les conditions des personnes transgenres en France? Bon, le sujet, d'abord, il faut en avoir conscience. Moi, j'en suis conscient. J'aimerais vous dire que dans ma génération, c'est pas évident. Hein. Deuxièmement, pour moi, une personne transgenre, c'est une personne qui a une identité. D'accord? Elle n'est pas entre deux identités. Elle a une identité. Et par conséquent, la première question qui se pose, c'est de savoir comment cette identité peut être reconnue. Pour moi, c'est l'essentiel, parce que la politique n'a pas vocation à régler toutes les questions, y compris les questions que les gens se posent par rapport à eux-mêmes. Donc moi, j'ai dit depuis le début que je suis pour la liberté du genre, et ça doit être une simple formalité administrative. Il y a des pays qui le font, je pense notamment à l'Argentine, qui n'était pas un des pays les plus, de ceux dont on s'attendait tout d'un coup à ce genre d'initiative, ils l'ont fait. Et bon, aujourd'hui, on peut passer d'un genre à un autre. On peut en France, ça existe, c'est pas une invention qu'on vient de faire. Mais bon, c'est très médicalisé, judiciarisé, tout ça. Bon, y a basta. On peut faire plus simple, tu choisis, tu vas, tu déclares, et puis pouf, c'est fait. Une formalité. Je veux dire, ne pas faire dépendre la décision individuelle du jugement de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Au nom de quoi?
Au nom de quoi un to-be serait mieux que toi qui tu es? Bon, au nom de quoi un juge serait mieux que toi qui tu es et qui t'as envie d'être? Donc je vois pas où est la difficulté, y compris technique. On me dira, ah ben ça va changer les gens. Bon, et alors, quand on se marie, on change. Quand on est, hein, ça change. On ne l'était pas avant, on y est. Bon. Donc faut arrêter de se faire des nœuds au cerveau avec des questions qui sont somme toute assez simples, dès lors qu'on respecte la liberté individuelle et qu'on pense que la pleine possession de soi est un objectif politique suprême. Pour moi, c'est le cas. C'est pourquoi j'appartiens à la tradition humaniste qui fait de l'être humain sa propre création. Il est lui-même son créateur. Vous comprenez ce que je veux dire en disant créateur, hein? Il ne suffit pas d'être de la chair. Il ne suffit pas d'être un esprit. Il ne suffit pas d'être les deux. Il faut qu'à un moment donné se pose l'acte d'identité. Je suis, et je fais ceci, et je fais cela, mais je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. D'accord ? Donc la liberté individuelle et l'autoconstruction individuelle sont des valeurs centrales philosophiques de l'humanisme radical dont je suis un des porte-parole. La réquisition des logements vides est-elle toujours d'actualité? Un peu qu'elle est toujours d'actualité, parce que ça ne peut pas durer comme ça, on ne peut pas avoir 3 millions de logements vides et tant de gens à la rue. Alors on m'a dit, il ne faut pas que tu dises des choses pareilles, parce que 3 millions, c'est plus compliqué, il y a des logements qui sont en transition, donc qui sont comptés comme vides. Bon, d'accord, j'ai compris. Mais en attendant, je veux quand même dire que c'est pas normal qu'il y ait des gens qui dorment au froid dans la rue ou qu'il n'y ait pas de logement alors qu'il y en a qui sont vides. Donc il y a des moments où on va être obligé de réquisitionner, je préfère prévenir. Notamment si quand l'hiver arrive et que moi j'ai 3000 personnes à la rue, quoi. Je peux pas accepter ça. Je peux pas accepter ça. Alors voilà, ils meurent tous les ans, qu'est-ce que je dis, 3000 personnes, 300 000, pardon. Hein. Tous les ans, il meurt 2000, 2500 personnes, et dans la rue. C'est bon, quoi. Non, on va arrêter ça. Alors, vous comptez rendre la cantine scolaire gratuite et bio? Ben oui. Alors, bon, ça coûte des sous, mais on les retrouve. Mais je veux vous dire surtout une chose, si vous voulez qu'il y ait une agriculture bio dans ce pays, il va faire comme ça. Parce qu'il faut que l'agriculteur bio, il ne dépend pas du caprice des uns et des autres. Donc on dit toutes les cantines sont bio, d'accord? Alors évidemment, et comme elles sont gratuites, bah, on prend en charge par le budget général de l'État, comme on s'y prend pour ça. Mais surtout, on va établir, en quelque sorte, avec des grosses guillemets, un marché du bio. C'est-à-dire ça vaut la peine de produire, puisqu'il y a un client partout qui est à la commune. Voilà pourquoi on le prévoit. Et puis je vais vous dire, en ce moment, ça va tellement mal que je m'en fiche de savoir combien ça va vraiment coûter. Moi, je veux pas qu'il y ait de mômes qui mangent pas dans ce pays. Et il y a des gens qui ont faim. Et il y a des gens qui ne font pas leur repas. Et on me dit que la moitié de la jeunesse de ce pays fait passer 3 repas par jour. Bon. Donc ça, c'est pas possible. 8 millions de personnes à l'aide alimentaire, tout le monde a compris que si les parents sont à l'aide alimentaire, les gamins aussi. Là, c'est pas possible. Donc on fera comme ça. Pourquoi devrait-on aller sur Mars? J'adore. Alex Clap. Quels sont vos objectifs pour le programme spatial français? Et puis, pourquoi devrait-on aller sur Mars? De Benoît Nout. Hein? T'as rien trouvé de plus simple, hein? Benoît Nout. Bon. Alors, pourquoi devrait-on aller sur Mars? Pourquoi pas? C'est ça la réponse. Pourquoi devrait-on aller sur Mars? Ben, parce qu'il y a Mars. Que se donner un objectif comme ça, ben, ça change tout. Alors, il y a des copains qui m'ont dit, mais t'es fou, alors qu'il y a tant de misère, etc. C'est bon, quoi. C'est bon, quoi. Aller sur Mars diminuera la misère. Parce qu'il faudra fabriquer, il faudra éduquer, il faudra enseigner, préparer des gens, pas 3 cosmonautes, hein, il y a tout ce qui va avec. Le développement du spatial pour la France, pour moi, ça sera un des secteurs de pointe à développer à fond. Puis j'aime mieux vous dire qu'il y en a 2 ou 3 à qui je vais aller chanter Manon. Hein, les Allemands, il va falloir qu'ils disent. Hein, ou ils participent au programme Ariane, hein, et donc ils assument comme nous, ils font tous leurs tirs de satellite par Ariane. Ou ils ne participent pas, parce qu'ils passent une partie de leur satellite sur SpaceX et les trucs américains. Les gens qui travaillent avec les Français, quand c'est moi qui s'en occupe, tout le monde doit être loyal. Moi, je tiendrai parole, eux, ils doivent tenir parole. Alors, le programme, nous avons le 3e port. Comment ça s'appelle? Port spatial. Voilà. Oui, alors, nous avons le 3e port spatial du monde. Les Français sont les 2e contributeurs directs, hein, en proportion, hein, pour un programme spatial.
les fusées qu'on a sont des merveilles. Alors en plus, qui c'est qui a eu le dernier mot sur le télescope James Webb? Vous savez, c'est une machine. Alors ça part, c'est un paquet, puis comme ça arrive, alors il ne faut pas se tromper, pile poil au bon endroit, et à ce moment-là, le miroir s'est ouvert. D'accord? Alors c'est génial. Et on a tellement bien fait le boulot, nous autres Français, qu'on l'a mis au bon endroit, avec pile poil ce qu'il fallait, pour que ça augmente la réserve disponible de carburant du télescope. Parce que c'est une collection de trajectoires à intervalles réguliers, ou de positionnement. Donc on l'a augmenté, ce qui veut dire que le télescope James Webb, dit-on, sera utilisable 10 ans de plus que ce qui était prévu au départ, grâce à ce parfait placement, au pile poil, à la bonne distance, au bon endroit, là où il fallait. Et puis bon, voilà, donc on est capable de faire ça, tout le monde enlève son chapeau en nous parlant d'espace, parce que les plus forts, c'est les Français. Et nous aurons bientôt, nous aussi, des formules, voilà. Moi, j'y passerai du temps à bien dynamiser cette affaire. Alors là, on a fait un tir, on va avoir un contrat absolument génial pour placer une série de satellites dans l'espace. Alors bon, je suis content d'un côté parce qu'on a le port spatial qui va fonctionner, parce que c'est Ariane, parce que Ariane peut porter d'un coup des charges considérables, faut se rendre compte. La dernière, moi, celle à laquelle j'ai assisté, c'est 11 tonnes. Vous vous rendez compte de ce que c'est, 11 tonnes dans l'espace? Bon. Mais d'un autre côté, je ne suis pas trop content qu'on ait fourré des satellites partout, qui va boucher la capacité d'examen depuis la surface de la Terre de l'univers profond. Et puis, ça perturbe aussi la météo pour les observations. Enfin bref, il y a plein de problèmes, mais où il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, c'est que les problèmes sont plus simples quand vous avez Ariane, quand vous avez un port spatial, quand vous avez une industrie spatiale, quand vous savez le faire, que quand vous ne savez pas le faire. Alors, un message pour les gens hésitants à aller voter. Bon, écoutez, faites ce que vous voulez, mais si vous n'allez pas voter, c'est les autres qui décident à votre place. Alors après, disons que ça enlève à la légitimité de vos légitimes revendications. Mêlez-vous de vos affaires, si j'ose dire. Votez. Si vous êtes démocrate, si vous croyez à la démocratie, faut la faire vivre. Donc tout le monde fait un effort. Bon, on ne fait pas non plus, quand même pas la mort d'aller au bureau de vote et de prendre une décision. Bon, quand même. Alors dans le futur, si c'est moi qui suis élu, dans la prochaine, le vote blanc sera reconnu, ça c'est vrai. Donc vous pouvez même aller vous déplacer juste pour mettre un vote blanc. Alors ça, c'était qui me posait la question? Asphodel. Caramba. Alors, que pouvons-nous faire pour vous aider à gagner? Faites quelque chose. Voilà, c'est ça ma réponse. En fait, tout le monde peut faire quelque chose. Alors, si vous ne savez vraiment pas quoi faire, vous asseyez chez vous, prenez un café comme j'ai là moi, prenez votre feuille blanche, votre stylo, et vous faites le tour de tous les gens que vous connaissez, et vous marquez sur votre feuille ceux à qui vous dites, tiens, un tel, je vais aller lui parler, je peux le convaincre. Tiens, un tel. Pour vous donner une idée qui vous fasse peur, la dernière fois, on a été éliminés parce qu'il nous manquait 6 voix par bureau de vote. Un bureau de vote, en général, c'est 1000 personnes. 6. Et Lionel Jospin, il s'est fait expulser du 2e tour en 2002, ça fait 20 ans qu'on crapahute à cause de ça, par 2 voix par bureau de vote. Moi, je connais des copains qui étaient... c'était comme là, il y avait des vacances, et qui sont arrivés trop tard pour aller voter. Ils étaient 4 dans la voiture. Ils se le reprochent depuis. Ils s'en veulent toujours. Alors, vous exposez pas à des remords. Vincent Coutelin, comment allez-vous? Bien. Honnêtement, bien. Je suis le désespoir de mes concurrents. Alors, il faut dire que ça va mieux quand on est ascendant, quand tout marche. Bon, mais moi, ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que tout ce qu'on a fait, c'est pas tombé du ciel. C'est beaucoup de travail depuis la première candidature il y a 10 ans. Et puis beaucoup de travail depuis 5 ans, notamment depuis qu'on a un groupe parlementaire. Alors en tout cas, moi, si vous voulez, là, faut comprendre mon état d'esprit. J'ai fait le boulot. Et puis, je fais pas une carrière. Je suis pas en train de préparer l'élection suivante. Je fais pas de reproche à ceux qui réfléchissent un coup à l'avance. J'ai fait ça toute ma vie, donc je vais pas le reprocher aux autres. Mais bon, moi, je suis assez zen, quoi. J'aborde les événements et je les prendrai comme ils viennent. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour atteindre le but qui nous est commun.
Mais je ne voudrais pas non plus que vous pensiez que tout ça est lié à ma seule activité personnelle. S'il n'y avait pas toute cette équipe qu'il y a ici, s'il n'y avait pas ces milliers de gens qui se sont mis au boulot depuis maintenant 15 jours, ça carbure partout, au porte-à-porte, les coups de téléphone, les affiches, les tracts, tout, partout. Hein. C'est ça, c'est que nous sommes une immense force collective. Ma plus grande fierté est d'avoir construit une immense force collective, par une ligne stratégique juste, par un programme et par des méthodes de travail. Donc comment je vais comme quelqu'un qui vit le cœur tranquille. Voilà, advienne que pourra, je saurai quoi faire. Alors, Magnolia, mais qu'est-ce qui vous prend? Mano-Lia. Tu peux être mon tonton spirituel, s'il te plaît. Kezaku, tonton spirituel. Bon, étudions la question. Êtes-vous prêt pour un second tour face à Macron s'il se trouve en face de vous? Alors, bonne fin de question, Loïc. Parce que une des hypothèses qui se murmure et se chuchote, c'est qu'il est tellement plombé, sa campagne est tellement mauvaise, après qu'il soit fait des idées. Parce que on dit, il fait pas campagne. Ah non, faut pas dire ça. Il fait que campagne, depuis des mois. Hein. Et son plan, c'était, je suis le président génial de l'Europe, et puis ceci, et puis cela. Et puis après arrive la guerre, alors les photos, il réfléchit, téléphone, tout ça. Bon, il a le droit, je me moque pas, je me moque un peu de lui, pas trop. Il a le droit, mais non, il a fait que campagne. Et il a planté sa campagne. C'est pas pareil que de dire il a pas fait campagne. Non, il a fait campagne et il s'est planté. Et cette semaine, ça y va fort. Hein. Alors, vous savez, il lui arrive ce qui arrivait à d'autres. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, cette semaine, il se fait retoquer son plan sur l'agriculture par la Commission européenne. C'est lui le président de l'Union européenne. Il se fait retoquer par la Commission, qui est quand même un ramassis de réacs de première grandeur. Hein. Et bien, même la Commission lui dit « Alors là, ça va pas, vous êtes complètement en dessous de la main pour les nécessités écologiques, pour l'élevage des animaux, pour les gaz à effet de serre. » La honte totale. Alors, il en était là. Là-dessus, il se prend une deuxième couche sur McKinsey. Et puis, pendant qu'il est en train de se demander ce qu'il va faire, pof, lui arrive le fait que l'Organisation internationale du travail lui a dit « Votre loi sur les licenciements, elle n'est pas conforme aux accords que vous avez signés. Donc, s'il vous plaît, vous êtes obligé de réécrire ça parce que ça ne va pas du tout. » D'accord? La cata. Alors hier, avant-hier, je ne sais plus quel jour c'était, mardi, ouais. Alors mardi, il décide qu'il ne va pas à France 2. Je ne sais pas ce qu'il a une dent contre eux. Il était quand même lui le président. Hein. Donc si moi j'arrive à m'entendre avec les gens, pour lui ça devrait être encore plus facile. Bon. Il a un peu tendance à décider lui comment vont avoir lieu les soirées électorales. Et bon. Faut pas dire que ça fait plaisir à tout le monde. Hein. Mais enfin bon, le gars il n'y va pas, mais tout le monde y va dans ce pays. Il n'y a que lui qui croit que les Français leur manquent un roi. Il a rien compris aux Français. Les Français, il leur manque un roi, il leur manque un président, il leur manque Robespierre. Les Français, ils sont d'abord des gens qui font eux-mêmes et qui n'aiment pas les gens qui se mettent à côté. Voilà, les Français sont comme ça. Ils n'aiment pas ceux qui paraissent se mettre à côté et en être contents. Il n'y a qu'un pays au monde, c'est nous, où une formule, c'est « Ah ben si tout le monde faisait comme vous ». Vous croyez que c'est une formule qui a lieu partout dans le monde? Ben non, pas du tout, c'est ici. Ici, on considère que ce qui est bien, c'est ce que tout le monde peut faire. Évidemment, chacun fait le contraire ou autre chose. C'est la vie. Mais l'idée, c'est celle-là. C'est voilà, c'est comme les autres commandements moraux. Hein. On est. Alors, bon, Macron, là, les gens ils disent mais tiens, pourquoi pas la France 2, tout le monde y passe un derrière l'autre. À cause de lui, on passe un derrière l'autre, parce qu'il ne veut pas qu'on soit tous ensemble. Et le gars, quand ça a lieu, il n'y va même pas. Et à France 2, je ne sais pas quel est le larbin qui a inventé ça, il disait, ah ben si c'est comme ça, ben, on découpe les meilleurs morceaux. Ah mais il dit, Madame Saint-Cricamon, vous êtes chargé de trouver les meilleurs morceaux du discours de M. Macron, c'est même pas lui qui choisit les morceaux, c'est vous. Et vous dites que c'est les meilleurs que vous choisissez. Pourquoi vous ne choisissez pas les plus mauvais? Ce serait une manière de montrer votre esprit rebelle et frondeur. Donc bref, tout ça est en train de tourner à l'autre boudin. Et la campagne du président de la République... beaucoup de gens disent elle est partie dans le décor. Donc, pour la question, êtes-vous prêt pour un second tour face à Macron, s'il se trouve en face de vous? Celui qui pose la question, il a de la jugeote. Hein. C'est qu'il voit que le grand plongeon est peut-être commencé.
je ne m'aventurerai pas, mais je dis, comme vous, ça sent le gaz. Bon. Après, est-ce que je suis prêt? Ouais. Ouais. Je vois à peu près ce qu'il y aurait à faire. On a déjà fait le plan de campagne. On a déjà réservé pour un rassemblement populaire de masse le stade Charletti pour le dimanche entre les deux tours. Il y a le débat à préparer, bon, qui est une figure rituelle bien connue des Français. Bon, qui sait, peut-être que M. Macron ne voudra pas. Hein. Parce que M. Chirac, par exemple, il avait dit « Moi, je ne fais pas de débat de deuxième tour avec M. Le Pen ». Bon, M. Macron, il avait accepté la dernière fois le débat de second tour avec Mme Le Pen. Mais il n'était pas président sortant, il était candidat entrant, donc on ne sait pas ce qu'il va décider. En tout cas, bon, si c'est moi, je m'en occuperai, quoi. Hein. D'où vous vient toute cette énergie qui vous anime? Question de Rémi Porte. Alors, je viens de le dire, d'abord, de la satisfaction d'une campagne qui fonctionne bien, d'une belle équipe, d'un bon programme, et puis le sentiment d'être à ma place, là où je dois être, en train de faire ce qui est nécessaire de faire. Alors après, comme je vous l'ai dit, c'est plus facile quand on n'est pas en train de faire une carrière. Je ne fais pas le reproche aux autres de prévoir des choses, hein. Mais moi, par définition, ma vie est faite. Donc maintenant, c'est les électeurs qui vont décider ce que je vais faire. Ça me va. Il n'y a pas... alors ça donne de la force. Et l'énergie, elle vient du fait que c'est le défi qui est extraordinaire. Parce que si on y arrive, réfléchissez bien, avec nos 4 bouts de laine et nos 3 bouts de ficelle, où on a démarré la 3e campagne, disant « Oh là là, c'est la 3e, jamais vont y arriver, la gauche a perdu d'avance, gna 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 ». D'accord, coucou nous là. Hein. Bon, moi je sais que ça sera un coup de tonnerre dans le monde que je sois présent au 2e tour, quelle que soit l'issue du 2e tour. Ça va donner du courage à des millions de gens partout, à des organisations, à des partis, qui diront comment il a fait Mélenchon à faire pareil. J'espère bien. Memento mori, en réponse, Mélenchon, sur les 12 000 livres de votre bibliothèque, quels sont les 5 que vous emmèneriez sur une île déserte? Sérieux, qu'est-ce que j'irais faire sur une île déserte? Vous pouvez me dire, qu'est-ce que je vais aller faire sur une île déserte? Moi, j'aime pas le désert. Déjà, j'irai pas sur l'île déserte. Maintenant, supposez qu'il soit de force comme Robinson, je voyage pas avec mes 12 000 bouquins, donc je pourrais pas trier. Je prendrai ce qui reste, pourvu que ce soit pas l'annuaire. Hein, voilà. Non, je suis incapable de vous dire quels sont les 5 livres que j'aime le plus. Je sais pas, je peux pas, je peux pas. En fait, les 12 000 livres m'ont fabriqué. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, allez voir sur mon blog. Parce que ce matin, j'ai trouvé un tweet d'un gars qui m'a interviewé et avec qui on avait parlé de la place des imaginaires en politique. J'avais bien aimé cette interview. Et il a fait une magnifique interview, il a publié, moi j'avais eu la possibilité de le corriger pour le ciseler, tu vois. Et vous verrez quel est mon rapport au livre, la place que les livres occupent dans ma vie, comment je me suis fait avec ça. Voilà, c'est sur mon blog. Alors vous saurez à la fois le nom de la revue, le nom du gars qui a fait le tweet et tout. Je crée un petit suspense. Allez voir ça, ça vaut le coup. Le moment est historique, comment faites-vous pour dormir et tenir le coup? Voilà, pour dormir, c'est pas dur. Hein. Je pose ma tête, quick, ça y est, je dors. Tenir le coup, bon... j'ai été un peu trop gourmand, hein, ça se voit un peu, je me suis un peu arrondi dans la campagne. Mais ça m'aide. Alors je dors bien. J'ai plutôt une discipline de vie. En fait, on ne fait rien d'autre hein, pendant une campagne. Ça fait 16 mois que ça dure. Là, comme vous me voyez, j'ai pas eu de pause depuis le 3 janvier. Hein. Comment je fais? J'en sais rien. Je m'organise aussi bien que possible. Que répondre aux personnes qui disent de votre programme qu'il est utopiste ou irréaliste? Bon, utopiste, oui, parce qu'il dessine une autre société. Hein. Y a du bon dans l'utopie. Irréaliste, non, ça c'est pas vrai, parce que c'est quand même donner le mal, de chiffrer, d'organiser, donc il n'y a qu'à aller voir. Il est au contraire extrêmement cohérent, tout le monde a salué ça. Hein.
de notre travail. Mohan, comment se construit un programme? Comment pensez-vous à toutes ces idées? Ça, c'est pas le plus dur, ça vient de la société. Hein. C'est-à-dire que comme nous sommes des militants, nous sommes confrontés à des luttes, etc. Donc les gens nous parlent de choses. Puis après, on voit le travail des intellectuels. Nous, on a fait ce boulot-là de regarder ce que les uns et les autres écrivaient nous-mêmes, personnellement. On est tous curieux, on lit des choses, on échange. Donc petit à petit, comme ça, montent des questions. Et quand elles passionnent, ben, on cherche des réponses. Nous, on a cherché les réponses auprès de la société, c'est-à-dire les syndicats, les associations, les mouvements citoyens. Bon, il y a une très grande créativité, mais il faut mettre tout ça ensemble, puis il faut le rendre cohérent dans un programme, pas simplement copier-coller, bon, puis à la fin, vous faites l'addition, il ne vous reste plus en rond, quoi. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, on a mis au point une méthode. Voilà. J'ai de nombreux amis qui hésitent à voter pour vous et qui me répètent inlassablement la même question, mais comment peut-il financer tout ça? Pouvez-vous répondre simplement, avec des chiffres concises à cette question? Ni plus ni moins, tu vois. Ben, je vais répondre avec 2 chiffres. On dépense 250 milliards de plus. Le circuit s'amorce, les 250 milliards circulent, ça devient des salaires, ça devient des investissements, ça devient des constructions, et à chaque fois, bah, c'est de la TVA, taux moyen 18%, c'est des cotisations sociales quand il s'agit d'emploi, et donc il y a premièrement des remontées, et puis il y a un coefficient qui est dit multiplicateur, c'est-à-dire si vous mettez 1 euro, ça crée 1,3 € de richesse. C'est une moyenne. Hein. Vous discutez pendant 1 heure, les uns c'est 1,30, les autres c'est 1,40, enfin bref. 1,3, tout le monde arrive à comprendre. Donc c'est ce circuit qui est vertueux. Et nous, ça part 250 milliards et ça fait rentrer 267 milliards. Donc on est en progrès de 17 milliards. Ça, c'est le circuit pur et parfait. Pas inventé par nous. Nous avons mis nos chiffres dans un modèle économique, vous savez. Un modèle économique, ça veut dire une forme, et celui que la Banque de France utilise. Et c'est pas, franchement, c'est pas celui qui nous est le plus favorable, hein, loin de là. Donc voilà comment ça marche. Je vous ai donné 2 chiffres, on va me dire, ah quand même, 250 milliards, ça fait beaucoup. Bon, maintenant, plus personne ne me dire ça, parce que la dernière fois, il poussait des cris pour 100 milliards, et M. Macron, lui, il a sorti comme ça, en 3 mois, 240 milliards. Mais je vais vous dire, ça fait une progression des dépenses de 18%. C'est vrai. On a regardé. C'est 18% pour le bonheur du peuple. Sous M. Chirac, il a progressé de 21%, la dépense publique. Pour qui, s'il vous plaît? Et bien voilà. Voilà ma réponse, utopiste, réaliste. Comment vous est venue l'idée de faire des meetings holographiques? Ben, c'est une idée que j'ai travaillée avec mes proches, qui m'est venue de la manière suivante. Quand j'étais jeune homme, j'ai lu le cycle, une série de romans, qu'on appelle le cycle Fondation, de Isaac Asimov, la science-fiction. Et dans ce cycle de la Fondation, il y a un gars qui a inventé une théorie, la psychohistoire, où il prévoit les développements de l'histoire. Et comme l'Empire va s'effondrer, donc il essaye de raccourcir la période de barbarie et de réémergence d'un nouvel empire plus câble, blablabla. Enfin bon, c'est de la science-fiction, quoi. Et donc, il crée une colonie quelque part. Je vous raconte pas le truc, parce que vraiment, lisez ça, c'est... Asimov, il n'est pas puissant littérairement, mais il est puissant sur le plan narratif, il raconte bien. Et donc, il crée une première colonie de gars et de femmes qui vont pour faire une encyclopédie, je vous en dis pas plus. Et puis, à intervalles réguliers, apparaît un hologramme. En hologramme, le type qui a inventé la psychohistoire, il apparaît, et il dit ce qui vient de se passer et comment il faut surmonter la crise que les gens vivent. Alors voilà, ça marche pendant 2 volumes, puis au 3e, pack, hein. Le problème, c'est qu'il n'y a plus rien qui marche. Alors, voilà, bon, le gars, il s'appelle Harry Seldon. Et moi, je me disais, mais c'est possible ou pas de faire un hologramme, tout ça, bon. Ben, j'en parlais pas. Et puis un jour, je vois passer une brève qui dit que le Premier ministre de l'Inde a fait un meeting par hologramme. Waouh! Alors, je regarde. Et puis, bon, je me dis, ah, moi, je peux pas faire ça. Le gars, il s'est enfermé, vous savez, dans une pièce, tapissée de verre, et il fait son discours. Et comme ça permet de projeter l'hologramme. Je dis, moi, je parle pas dans une boîte verte. Je sais pas le faire, moi, je parle à des gens. Alors, bon, on a regardé, et Bastien Lachaud a trouvé un premier fournisseur, puis un deuxième, qui était le bon, et on a fait l'hologramme. Et cette fois-ci, comme on l'a fait une première fois et que ça a marché, on a fait ensuite 7.
Et là, on a battu au record, 12. Il faut vous rendre compte que pour faire 12 hologrammes, il faut mettre 1000 militants bénévoles qui organisent les 12 meetings. 37 orateurs, enfin bon, c'est une organisation énorme. Personne d'autre que nous a fait ça. La dernière semaine, nous avons donc réuni à nouveau 20 000 personnes dans toute la France. C'est un exploit. Waouh! Alors, tous les gens qui regardent ça, ça m'a bien fait plaisir de voir la presse locale. Moi, je les aime bien, ceux de la presse locale, parce que des fois, ils se plantent à mort, mais le national aussi. Mais ils sont plus fins observateurs. Et là, il y a des gens qui racontent, des journalistes qui racontent comment, quand l'hologramme apparaît, il y a quelques instants pendant lesquels on sait que c'est un hologramme, que je ne suis pas là vraiment. Et puis après, il dit, non, on oublie, les gens applaudissent, crient exactement de la même manière, au même moment dans les 12 villes. Et donc, l'hologramme est la forme de meeting la plus immersive qu'on peut imaginer, hein, puisqu'on a déjà fait aussi un meeting immersif. Ah! Question, comment va Amlito? Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Amlito, Amlito est mon cactus. C'est un cactus que j'ai acheté d'occasion, parce que la grosse branche du milieu était cassée. Alors, bon, j'ai dit, allez hop, j'ai un copain qui est très grand, très fort, qui était là ce jour-là avec moi, et qui a pris le cactus. Moi, j'étais impossible de ramener ce cactus chez moi, donc on l'a ramené comme ça. Ça va, on n'était pas trop loin de l'endroit où j'habite, et on a installé Amlito chez moi. Je l'ai appelé Amlito parce que c'est des cactus, il y en a beaucoup au Mexique, et le président du Mexique était un ami, et l'abréviation de son nom, il s'appelle Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Alors tout le monde l'appelle AMLO, et moi, bon, comme j'ai un petit cactus, quand il est arrivé chez moi, il était petit maintenant, et ben on l'a appelé Amlito. Donc comment il va? Très bien. Alors on a eu de gros problèmes, parce qu'il est tombé, il y a eu de la casse, je l'ai rempoté, c'est de ma faute, il a un très beau pot maintenant, comme ça, et il est en pleine forme. Du coup, j'en ai acheté un autre de cactus, qui lui pendouille, mais je suis bien content de mes 2 cactus. Mais Amlito, il est en super forme, merci de prendre de ses nouvelles, parce que il va falloir, si je suis élu, il faut que je décide où je vais habiter. Et moi, j'aimerais bien rester habité chez moi. Mais en tout cas, là où je suis, il y aura mon cactus. Alors là, il y a toutes sortes de choses. C'est-à-dire, voilà, avez-vous des animaux de compagnie? Et là, ça parle des animaux. Là, c'est Naïs qui me demande. Et puis là, il y a Sarah qui dit « Je serais très intéressé d'en savoir plus sur vos mesures en faveur des animaux. » Et là, vous allez faire quoi pour la cause animale? Alors, quelles sont vos mesures pour la chasse? PS, soutien à toute l'Union populaire et merci pour vos sublimes costumes. Ça c'est sympa. Alors pour les animaux, on commence par le point de départ. C'est la fermeture des fermes-usines. Ils appellent ça une ferme, je ne sais pas en quoi c'est une ferme. C'est une usine, point final. Parce que c'est des millions d'animaux martyrisés et exposés à des épidémies, comme on vient de le voir pour la grippe aviaire. C'est la 5e fois qu'il y a une épidémie de grippe aviaire. D'accord? On a un pot incroyable que le virus n'est pas muté, passe pas à l'homme. Hein, à l'être humain, pardon. Donc ça, à supprimer, parce que c'est dangereux pour la civilisation humaine. Ensuite, parce que c'est un martyr pour ces bêtes. Et que, si vous voulez, moralement, l'idée, c'est que comme nous sommes les plus avancés dans l'échelle de la conscience, de la compréhension, c'est nous qui sommes responsables de toute la biodiversité. Nous devons y avoir une attitude responsable à son égard, et d'autant plus que nous sommes capables, de la détruire et de nous détruire nous-mêmes. Donc quand on est à ce niveau-là, on a une responsabilité maximum. Ça, c'est la première chose. Après, vous m'interrogez sur l'élevage intensif, je viens de répondre, sur la chasse. Le groupe Insoumis a été le premier à déposer, le premier et le seul d'ailleurs, une proposition de loi pour faire en sorte qu'on règle les conflits d'usage de la chasse, que certaines chasses qui sont considérées comme inutilement cruelles, comme, on cite souvent la chasse à la glu ou la chasse à courre, ne soient plus permises, et puis que pour le reste, eh bien, on tienne compte du fait que, la nature, elle est à tout le monde, et pas seulement aux chasseurs, mais que quand les chasseurs y sont, c'est un problème pour beaucoup de monde. Donc, il doit y avoir des jours sans chasse. Et nous, on pense que c'est le week-end et les vacances scolaires. Hein. L'idée, évidemment, ça serait que tout ça soit accepté
Parce qu'il faut arrêter là aussi de monter dans les tours pour un oui, pour un non. Là, j'ai vu le président des chasseurs qui dit qu'il faut voter Macron. Alors attendez, ça va pas. La chasse, c'est pas un parti politique, c'est une occupation, c'est un loisir, hein, qu'on a le droit de discuter. D'accord, on a le droit de discuter de tout dans un pays démocratique. Donc on peut aussi discuter de la chasse si on en a envie. On pourrait discuter de la pêche si on en avait envie. Ou de ce qu'on veut. On discute de ce qu'on veut. Voilà. Alors, je trouve que le président des chasseurs, il n'a pas rendu service aux chasseurs en disant qu'il fallait voter Macron au nom de quoi? Que les autres sont ses ennemis, dit-il. Ah bon? Donc voilà, vous êtes devenu un parti politique maintenant? Bien sûr que non. Moi, j'ai des membres de ma famille qui chassent, des gens que j'aime beaucoup. Hein. On ne me fera pas dire du mal d'eux. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec eux à propos de la chasse. Mais je suis raisonnable. Là, je ne suis pas en train de dire toutes les chasses vont être interdites, parce que ça ne serait pas raisonnable, ça ne correspond pas aux besoins en plus. Hein. Mais pour autant, j'estime que, bon, il y a des choses, non, c'est plus possible que ça dure. Alors Naïs me dit, avez-vous des animaux de compagnie? Ben non, et là, j'habite en appartement et je suis jamais là. Je suis tout le temps en train de courir. Je suis entre Marseille et Paris continuellement. Donc il n'y a pas de place pour un animal de compagnie, parce que ce serait dégueulasse de laisser une pauvre bête comme ça, au hasard, seule. Bon, voilà. Donc j'ai pas, hélas, d'animaux de compagnie. Mais, si vous m'élisez à l'Élysée, vu qu'il y a un grand jardin, j'aurai un animal de compagnie, et ça me fait une bonne motivation supplémentaire pour avoir envie d'être élu. Alors, Rienulos, comment faites-vous pour être le plus beau? Réponse, non mais attends, c'est qu'il n'y en a pas un, il y en a 3 qui disent ça. Comment faites-vous pour entretenir un tel swag? Une routine de beauté? Non. Si, manger des pâtes à intervalles réguliers pour vous remplumer, ce qui est le meilleur des antidotes contre les rides. Et c'est du sucre lent. Donc, vous êtes de longues heures euphoriques. Voilà, merci en tout cas pour les compliments, je les reçois. François Mitterrand, ça c'est The Pot, avait annoncé la fin de la peine de mort comme une idée phare de son mandat. Est-ce que le droit de mourir dans la dignité sera votre idée phare? Phare, je ne sais pas. Mais le droit de mourir dans la dignité, oui, moi je me battrai pour le faire entrer dans la Constitution. Je ne veux pas tourner autour du pot, hein. Ça s'appelle le suicide assisté. Je pense que l'être humain, comme dans ma vision du monde, hein, encore une fois, je ne cherche pas à l'imposer aux autres parce que c'est la mienne. Je pense que c'est une liberté qu'il faut donner. Si vous, pour des raisons qui vous appartiennent, vous êtes croyant, vous pensez que c'est immoral de se suicider, et évidemment c'est tout à fait votre droit. Il ne faut pas faire une loi pour vous obliger à vous suicider. Mais ceux qui pensent que ça a du sens d'être maître de sa vie, dans certaines conditions qui sont à définir, hein, oui, ils doivent avoir une main secourable au moment où cette décision doit entrer en application. C'est pas d'ailleurs la seule chose que je compte mettre dans la Constitution qui tient aux libertés fondamentales. Il y a aussi le droit à l'avortement, qui signifie que chaque femme est l'unique propriétaire de son corps, propriétaire au sens de maître de, hein, décide de, au sujet de son corps. Ni son mari, ni ses enfants, ni sa famille. Et puis il y a aussi la liberté du genre, qui est une forme, bon, qui évidemment ne concerne pas des millions de gens, je le sais très bien, hein, mais il me semble que c'est une affirmation très importante de la liberté individuelle dans ce truc-là. Voilà. Alors maintenant, après ça... Ah, comment avez-vous tenu une campagne pareille à votre âge? Avez-vous un secret? Non, j'ai dû tirer le bon numéro du code génétique. C'est à mes parents que je dois dire merci, ils ne sont plus là, les pauvres. Alors, bon, je suis comme tout le monde, hein, j'ai des gros coups de pompe. Hein. Alors, quand j'ai des trop gros coups de pompe, 1 ou 2 jours de suite, un petit coup de ginseng, et hop, c'est reparti. Et là, on me dit, d'où vient votre amour pour le lait fraise? Bien sûr. Il y a un émoticône désolé à côté, avec presque des larmes dans les yeux. Bon, amour pour le lait fraise, ça me fait marrer d'en commander. J'en commandais quand j'étais jeune homme. C'est quand même très sucré, hein, faut savoir. Le lait, ça marche pas à tout le monde, mais à moi, ça me fait du bien, donc ça va. Puis c'est drôle, non? Quand même, vous me voyez apparaître sur TikTok ou ailleurs avec mon lait fraise, bon, tout le monde rigole. Des copains sont mis maintenant à commander des laits fraises.
Bon, voilà, ça n'a pas plus de signification que ça, mais c'est une boisson sympathique, je trouve. Alors, tu vois, il y a encore tout ça, là, moi je peux pas. Et voilà, ça c'est tout ce que j'ai pas fait. Et ça, ça c'est ce que j'ai fait. Attends, au poids, ça se vaut. Ça se vaut. Au poids, ça se vaut. Non, sans blague, hein, j'exagère pas. Enfin, je vois bien quand même qu'il en reste beaucoup. Eh bien, merci à tous ceux qui ont eu la patience de m'écouter. Je ne sais pas à quoi cet exercice va servir, mais ça fait partie de la campagne. Si ça peut motiver quelques-uns d'entre vous de se dire Mélenchon, il passe 1 heure devant une caméra à répondre à des trucs de différents niveaux. Hein. Après tout, moi, peut-être que je peux aussi prendre 1 heure ou 2 pour appeler des copains, des copines, tout ça. Allô, coucou, comment ça va? Dis donc, je t'appelle, qu'est-ce que t'en penses? Dimanche, je vais voter Mélenchon, et toi? Qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Bon, c'est pas moi qui vais vous apprendre comment on fait pour accoster. Hein. Voilà. Au revoir, à bientôt, à dimanche.